Alors, je vais déjà vous remercier d'avoir fait appel à nous pour essayer de parler un petit peu de cette question liée au nautisme, les fêtes sur les bords des rivières, en tout cas, et des fleuves de la ville de Nantes. Pour me présenter, donc, je suis Loïc Breteau, je suis le directeur de l'association culturelle de l'été, donc je vais prendre le micro, ça va être plus rapide, mieux, plus agréable. Donc, me présenter, donc, je suis Loïc Breteau, je suis le directeur de l'association culturelle de l'été qui organise plusieurs festivals. Alors, le Festival des Rendez-vous de l'Herbe, c'est évidemment celui dont on va parler le plus, mais préciser aussi que notre association donc, organise le Festival aux heures d'été, qui est une programmation estivale à Nantes autour des cultures d'ici d'ailleurs. Et puis aussi, cette année, on a eu l'occasion d'organiser quelque chose sur la Loire. C'était un peu une première pour l'association, puisque le BLM a fait une escale à Nantes fin août, et donc on en a profité pour mettre en valeur effectivement sa présence, et au-delà de sa présence aussi valoriser des acteurs du nautisme sur la Loire. Et on en reviendra, on en parlera tout à l'heure un petit peu, mais pour vous dire effectivement quelques expériences. Préciser aussi que je suis avec Marc Tourneux qui se présentera lui-même. C'était important évidemment de faire cette présentation à deux, parce que le Festival des Rendez-vous de l'Herbe, vous allez vous rendre compte, effectivement, vous le savez sûrement, il a plusieurs entrées, une partie évidemment jazz, une partie évidemment artistique, et aussi une partie évidemment qui est liée au patrimoine nautique et à la belle plaisance. Et Marc est le coordinateur de cette partie-là du festival, et c'est lui effectivement qui a géré peut-être la connaissance la plus précise de certaines de ces questions, des questions qui vont être abordées aujourd'hui, et d'autant plus que Marc, dans ses expériences passées, a pu coordonner aussi la partie nautique d'un événement qui a eu lieu sur la Loire, qui était les Rencontres du Fleuve, mais aussi coordinateur nautique d'autres événements à Noirmoutier, sur d'autres endroits. Donc c'est aussi intéressant, puisqu'il y a une vision un peu plus large qui dépasse évidemment les rives de l'Erdre et qui répond effectivement aux questions du débat. Rapidement, pour parler de l'association culturalité, dire quand même peut-être 2-3 petites choses, dire en tout cas qu'elle a évidemment un objet qui répond à des questions d'un territoire, en tout cas sur de l'animation. Ce qui est important quand même de souligner qu'une association a évidemment cet objet donc d'organiser, d'animer, d'accompagner des projets contribuant au développement culturel et touristique du territoire de Nantes et de sa métropole et à destination du plus grand nombre. C'est important de le dire, effectivement, que cette vision qu'incarne en tout cas l'association, c'est évidemment de contribuer en tout cas à la vie de Nantes, et toujours dans cette réflexion de se dire comment on peut servir un territoire pour les personnes qui la vivent. Et pour résumer un petit peu ce que fait l'association, j'ai une belle phrase. Alors, c'est une belle phrase, je ne sais pas si vous allez, en tout cas, bien la comprendre. Je trouve qu'elle résume assez bien ce que nous faisons. De par ces projets, l'association travaille à établir un dialogue, et ça, je trouve ça intéressant, parce que ça parle aussi du débat, entre le territoire où elle agit et les citoyens qui le vivent, et en s'appuyant sur son histoire. Et je pense que les Rendez-vous de l'Erdre en sont un bel exemple, et je pense que sur la Loire, il y a évidemment des choses à faire. En s'appuyant sur l'histoire et sur les acteurs qui sont présents. Voilà. Je voudrais commencer en tout cas cette présentation. On va essayer tout simplement de faire plusieurs choses. La première chose, c'est de présenter assez rapidement les Rendez-vous de l'Erdre. Alors vous avez des petites plaquettes à l'entrée, donc je ne vais pas forcément... Voilà, bon, on va essayer d'être assez rapide, mais malgré tout, il nous semble important de les présenter. Il y a un petit film qu'on va lancer tout de suite. Après, on parlera effectivement, on parlera des Rendez-vous de l'Erdre pour présenter comment ils sont et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, parce qu'ils ont évidemment une histoire assez longue maintenant, parce qu'on arrive à 27 ans, 27 éditions. Et puis après, on basculera évidemment sur la Loire, réfléchir à des problèmes de contraintes, d'opportunités, et puis des choses qui ont pu exister, des choses qui peuvent être imaginées. Voilà, l'idée en tout cas, c'est de lancer quelques idées. Évidemment, on n'est pas là pour apporter des idées, des solutions. On n'a pas des choses toutes faites, loin de là. C'est plutôt se dire qu'il y a effectivement quelque chose à faire, mais effectivement, ça se fera avec un ensemble d'acteurs. Je commence tout de suite par cette petite vidéo qui, en 1 minute, vous parlera. Alors peut-être une partie du festival que vous connaissez le moins, parce que c'est vrai que le festival, pour beaucoup, alors surtout des Nantais, je trouve qu'ils ont toujours cette vision nantaise du festival, être sur les quais, écouter des concerts. Vous allez voir, vous allez avoir très très peu de musique sur cette image-là. Ce sont des images qui étaient tournées par Télé Nantes. Et l'intérêt, c'est qu'ils ont suivi la flotte des bateaux en partant de Nord-sur-Erdre jusqu'à Nantes, puisque les Rendez-vous de l'Erdre, ce n'est pas qu'à Nantes, c'est évidemment sur l'Erdre de façon générale, avec évidemment la participation des villes qui sont nord, sur Carquefou, La Chapelle, Petit-Mare, et puis j'ai dû en oublier une, Sucé-sur-Erdre. Merci beaucoup.
Voilà, c'était une petite entrée en matière qui permettait aussi de resituer notre histoire. Et effectivement, ça se passe l'été, il fait chaud. Donc c'est vraiment très différent de l'ambiance de ce soir. Mais en tout cas, ça permet de resituer les choses. Pour commencer, effectivement, un tout petit, voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple et qui va essayer d'expliquer un peu les choses, si besoin était. En tout cas, dire effectivement qu'il y a Rendez-vous Laird, bon, c'est un festival de jazz, évidemment, et lié effectivement à un grand rassemblement nautique du patrimoine fluvial, qui se déroule pendant 4 jours, 6 communes, donc Nantes, Nord-sur-Erdre, Petit-Mars, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou. Et donc cette année, on a présenté quasiment 110 concerts et une flottille donc, de 200 bateaux de patrimoine évoluant sur les 28 km de l'aire navigable. Évidemment, le festival invite au public, invite le public à la rencontre du patrimoine, évidemment de découvrir un territoire exceptionnel, puisque le festival, dans ses axes, a vraiment cette volonté aussi d'emmener le public à découvrir l'Erdre sur toutes ses rives. Donc quelques éléments chiffrés, 150 000 spectateurs, 10 scènes, voilà, je vais peut-être aller assez vite. 6 points de vue au fil de l'Erdre, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est aussi un travail qu'on a mené, c'était comment essayer de repérer des lieux qui permettent au public d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément connus et qui permettent de voir l'Erdre de façon différente. C'est parti évidemment des objectifs que l'on s'était donnés, donc les concerts, des groupes nationaux, locaux. Je parle très rapidement en tout cas de la partie jazz parce que je pense que ce n'est pas forcément l'objet ici de cette rencontre. Les bateaux, donc 202 bateaux de patrimoine et 650 membres d'équipage, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le savez, il y a les Rendez-vous Laird sur cette partie musique avec un accueil assez important de musiciens, mais pensez effectivement que quand on est sur 202 bateaux qui sont présents, c'est 650 personnes qui viennent de toute la France et souvent qui viennent au-delà de la France, parce qu'on a souvent des Anglais, des Hollandais, en tout cas des personnes qui viennent d'ailleurs avec leur bateau, et c'est toute une logistique très très importante qui n'est pas forcément perçue lorsqu'on est public à Nantes particulièrement. Et puis préciser qu'il y a 256 bénévoles, c'est aussi un événement qui est extrêmement porté par une équipe bénévole, des équipes bénévoles très nombreuses, qui sont là pour apporter, je dirais, ce lien entre l'événement et le public, les artistes, toutes les personnes qui circulent, qui profitent du festival. Ils ont vraiment un rôle, je dirais, une dimension humaine pour nous qui est très importante, évidemment. Et puis 79 structures participant en différents villages. Il faut aussi dire que le festival a vocation à mettre en avant des associations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient en tout cas des associations qui font vivre le territoire à l'année. Et c'est aussi un lieu effectivement qui a cette dimension, je dirais, au-delà effectivement d'événements même festifs, c'est le côté évidemment mettre en avant tout le travail d'acteurs à l'année. Alors juste pour préciser que le festival, donc comme je disais tout à l'heure, a une histoire qui est extrêmement longue. Et donc il y a, alors moi je suis arrivé à la direction il y a 10 ans, on profite pour signer, je voulais donc remercier Jacques-Alain Guillot qui est là, que je vois devant moi, qui effectivement a été à l'initiative du festival il y a maintenant 27 ans, 1986, en tout cas pour l'inauguration de l'île de Versailles, si je veux être très très précis. 87, voilà, j'ai toujours un doute entre 86 et 96. Merci Jean-Jacques. Jacques-Alain, excuse-moi. Juste préciser effectivement que nous avons décidé en 2005-2006, parce que c'était aussi une question un peu de voir comment on allait travailler avec les villes de l'Erdre et comment travailler à ce que le festival, je dirais, s'enracine encore un petit peu plus dans ce qu'il était. Et on a mis en place une charte. Et c'était vraiment très important, puisque vous pouvez imaginer que quand on travaille sur un festival qui est sur 6 communes, chacun peut à la rigueur avoir sa vision du projet et un petit peu avoir envie de faire ce qu'il a envie de faire dans son coin. Et l'idée, effectivement, ça a été d'écrire ensemble une charte d'objectifs qui permet tout simplement de définir ce que c'était qu'un festival sur un territoire avec plusieurs évidemment entrées qui sont donc les objectifs qui sont listés, qui regroupent en tout cas les choses qui nous semblent importantes pour travailler ensemble. Donc une programmation autour d'un festival de jazz, donc là-dessus définir ce qu'est une programmation de jazz, qui n'est pas forcément inintéressant, parce que c'est pas forcément si évident. La belle plaisance, le travail du nautisme évidemment, de la valorisation du patrimoine nautique et comment on accueille effectivement ces bateaux, mise en valeur des quais, des rives, l'accueil public, la communication et les partenariats. Je pense que je vais très vite parce que je pense que 10 minutes est très court. Donc je suis en train d'accélérer, mais c'est normalement en vidéo, au ralenti, normalement on peut voir mieux peut-être ce que je viens de dire. Préciser effectivement ce parcours qui est intéressant parce qu'il n'est pas forcément, je redis bien, toujours perçu, surtout par les Nantais qui ont l'habitude parfois et qui ne prennent pas toujours le temps de lire les programmes. C'est souvent le petit clin d'œil que je fais. Les nouveaux Nantais ou les gens qui découvrent le festival, parfois une meilleure connaissance même du festival parce qu'ils prennent le temps de regarder un petit peu tout ce qui est proposé. En tout cas, voilà l'idée de partir de Nord-sur-Erdre sur la partie bateau le jeudi soir et puis différents lieux qui permettent bien de venir sur les rives et à chaque fois de pouvoir voir la flotte de bateaux passés et souvent une petite programmation qui est faite en même temps. L'idée de faire un clin d'œil évidemment à la partie artistique sur les quais. Et en faisant ça, évidemment, c'est tout un travail de découverte du territoire qui est mis en avant. Et au-delà de la découverte, effectivement, de faire vivre le territoire le temps d'un week-end.
C'est intéressant parce que là, avec toutes les villes que vous pouvez voir, j'ai fait un bilan il y a encore, enfin, comme on le fait tous les ans avec elles, et tous les ans on me dit effectivement, Loïc, il y a de plus en plus de monde, on est vraiment dans un rapport où le public va de plus en plus à la découverte de différents territoires, et au-delà de ça, comment vivre un festival différemment. C'est-à-dire que Nantes, c'est une histoire évidemment très forte en termes de concentration de propositions, mais en même temps, il y a plein de propositions différentes maintenant qui existent, où chaque territoire a trouvé son identité dans le festival. Donc l'intérêt aussi, c'est que chaque territoire étant le porteur du projet, l'organisateur même, je dirais, eh bien, va raconter sa propre histoire. Et souvent, ils sont beaucoup plus justes que nous pour faire découvrir des territoires qu'on ne connaît pas nous-mêmes aussi bien qu'eux. Et ça, c'est intéressant puisque ce phénomène d'un mouvement des publics de Nantes vers les villes de l'Erne, c'est quelque chose d'assez récent et qui nous est confirmé, en tout cas d'année en année. Et c'est intéressant parce que même quand on parle de la Loire, c'est se dire qu'il y a Nantes, mais il n'y a pas que Nantes, évidemment. Et c'est comment on peut travailler avec toutes les communes qui sont tout au long. Donc, juste dire Nord-sur-Erdre, voilà, préciser le port, comment c'est organisé. Ça, on est jeudi soir. Petit Mar, c'est intéressant parce que ceci est un bras port de la rivière, qui était un lieu qui était complètement perdu et qui a été réaménagé il y a 4 ans et qui maintenant est un lieu où on voit passer des bateaux. Puis il y a un petit temps festif le vendredi midi. Port de Cissé-sur-Erdre, bon, là, qui est déjà plus connu. Et puis là, on arrive à la Chapelle avec différents lieux. Carquefou, le Basse Nautique, le Snow. Alors tout à l'heure, je laisserai parler Marc un petit peu, puisqu'on s'appuie sur beaucoup de partenaires. Hein, je parle des collectivités, mais aussi les clubs nautiques sur l'Erdre sont plus que des acteurs, puisque ceux qui accueillent, qui participent pleinement de l'organisation du festival. Et puis d'autres associations aussi nautiques, mais ça, tout à l'heure, Marc, évidemment, on parlera, puisque c'est vraiment un travail collectif qui est mené tout au long de ces 4 jours. Et puis à Nantes, évidemment, le cœur du festival, la capitale, donc c'est un petit peu logique, évidemment, qu'il y ait une offre beaucoup plus dense. Et puis au-delà de ça, c'est l'origine même de l'événement, donc avec une programmation extrêmement riche autour du jazz. Et puis, évidemment, le samedi soir, pour ceux qui perçoivent effectivement l'arrivée de la flotte de bateaux qui arrive de la Chapelle-sur-Erdre et qui vont repartir le lendemain, le dimanche, vers Carquefou. Et puis sur les quais, ce que je disais, évidemment, différents villages. Un village, quelque part, à la base, c'est de se dire que ça permet tout simplement de se restaurer, de se rafraîchir, de parler avec les copains, parce que c'est aussi ça un festival, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Mais c'est aussi un lieu qui nous semble très important, parce qu'on essaye de valoriser toutes les associations, en tout cas un maximum, pas forcément toutes, mais un maximum d'associations. Alors évidemment, des associations qui sont liées avec le nautisme, quelques-unes, c'est pas toujours facile, parce que c'est toujours une question de disponibilité, mais en tout cas, on essaye de le faire. Le village culturel, qui est un espace de médiation, c'est comment dire que dans le territoire, il se passe beaucoup de choses au-delà. Ça, c'est la dimension évidemment culturelle du festival. Et puis, la partie associative, c'est dire effectivement que nous essayons aussi de valoriser des acteurs qui, de par leur présence pendant les 3 jours sur les quais à Nantes, eh bien, pour certains, c'est quasiment toute leur activité qui est financée à l'année grâce au Festival des Rendez-vous de l'Air. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et sur la partie Belle Plaisance, je vais être content parce que je vais passer la parole à Marc qui parle sûrement un peu plus lentement que moi. Merci Loïc. Avant de développer, parce que le temps passe vite, hein, je ne sais pas, effectivement très très vite. Bon, je ne vais pas parler aussi vite, simplement revenir sur l'histoire, très rapidement, pour qu'on comprenne ce qui pourrait être dépliqué ou repliqué de l'Erdre sur la Loire. C'est l'exposé que nous a fait tout à l'heure brillamment M. Guyvart sur l'histoire. On va retenir que le dernier tronçon, 19e siècle, 1830, émergence de la plaisance à Nantes. Les industriels, les négriers dont on a parlé tout à l'heure, passent leur temps libre, leur loisir, à faire construire des bateaux et à naviguer. Ils naviguent où? Sur la Loire et sur l'Erdre. Ils y construisent des folies, mais ils stimulent une appétence des Nantais pour la pratique de la Loire, sur la Loire et sur l'Erdre. Témoins aujourd'hui quelques bateaux qui ont fait les belles années de la plaisance à Nantes, Vétille, Vezon, pour ne parler que d'eux, qui sont les 2 plus anciens bateaux navigants. La mémoire de Nantes, la mémoire de la plaisance à Nantes, c'est l'un des points d'appui pour l'organisation des rendez-vous de l'Erdre. On ne ferait rien de légitime s'il n'y avait pas une mémoire. On n'a fait que révéler la mémoire en réveillant la conscience. C'est-à-dire, pédagogiquement, regardez-vous public, regardez-vous association, comment l'événement n'est qu'un faire-valoir à vos actions. Et je remercie la présence de pas mal d'acteurs du nautisme ici, qui sont des acteurs engagés depuis longtemps sur la Loire et sur l'Erdre. Et c'est avec eux qu'on essaie effectivement, comme l'a dit Loïc, de mettre en perspective la meilleure façon de naviguer et de rendre vivant aussi bien le cours de l'Erdre que le cours de la Loire. On a eu effectivement, où j'ai eu quelques expériences avec des acteurs ici présents, de ce qu'il est possible de mettre en relief sur la Loire.
Et sur l'Erdre, eh bien, on s'aperçoit que cette année, 200 bateaux sont venus, ils sont tous d'intérêt patrimonial, ils participent de cette mémoire encore vivante. Dans l'émergence de la plaisance au XIXe siècle, apparaissent les clubs. Les premières régates dont on parlait tout à l'heure, elles sont sur la Loire, puis très vite sur l'Erdre aussi. C'est des industriels qui ne sont pas structurés en 1901, là 1901 n'existe pas, mais le coup est parti, et on l'a trop vite oublié. On reviendra sur ce qu'est naviguer sur la Loire. Beaucoup la pratiquent quasi quotidiennement en plaisance. Elle a fait peur à un moment. On a eu peur que la Loire soit un fleuve dangereux, hostile, sur lequel il fallait prendre de multiples précautions pour y naviguer. Non. On a oublié simplement comment naviguer. On est dans un territoire sauvage qui a ses contraintes, mais cependant, on peut y naviguer avec beaucoup de plaisir. Certes, l'Erdre est un lieu facile où les gens ont beaucoup de plaisir à naviguer. Et on peut y faire naviguer des jeunes de la métropole. Avec la base nautique de la ville de Nantes, on a mis en mouvement quand même la possibilité aux jeunes de s'embarquer sur des bateaux qui ne sont pas des bateaux anciens, certes, mais qui vont leur donner le goût de la plaisance traditionnelle sur ce bras particulier de Nantes. Voilà, très rapidement, sur l'esprit qui anime la partie nautique des rendez-vous de l'Erdre, parfaitement duplicable sur la Loire, et on l'a vécu dans le cadre des rencontres du fleuve. Voilà, donc préciser, si besoin était, en tout cas sur l'Erdre, on travaille avec des clubs qui sont évidemment installés, qui sont l'Angle, la base ASPTT, le SNO, évidemment, la base nautique de la ville de Nantes, qui est un acteur aussi important de cette histoire. Et puis quelques associations, alors on a cité quelques-unes, parce qu'on a des collaborations plus fortes peut-être sur l'Erdre, avec la BPN, la Cale de Lille, Nanterre de Poisson et le Centre maritime de Nantes. Voilà. Mais il existe effectivement d'autres structures qu'on a pu voir et qu'on peut voir participer au festival. Le CNSL, qui est largement représenté ce soir, voilà. On peut le dire, et qui est un des acteurs à Trente-Mous efficaces, et qui anime les régates du même nom, les régates de Trente-Mous, et qui ont fêté la 124e édition cette année, je crois. C'est dire que la tradition, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, préciser juste aussi un travail qu'on fait, mais je dirais qui est un peu, qui est intéressant, c'est en tout cas de travailler à mettre les gens sur l'eau. Alors quand je dis ça, c'est vraiment une façon importante de leur faire découvrir aussi une rivière, un fleuve. C'est-à-dire qu'on peut parler de la Loire, on peut parler de l'Erdre, et c'est vrai que si on est sur un bateau, on a une vision totalement différente du territoire, de la ville, de la rivière. Et ça, c'est une évidence, mais c'est un travail parfois qui est très compliqué, parce que les réglementations pour être sur l'eau. Alors la Loire, j'en parle pas, mais l'Erdre, c'est pas si simple que ça, donc c'est quelque chose qu'on est assez content d'avoir ici ces dernières années. Voilà, donc ça se termine juste pour montrer une belle image, puisqu'évidemment, peut-être la communion qui existe dans le festival, c'est cette belle scène nautique, c'est-à-dire un kiosque qui est posé sur l'eau et qui est là, effectivement, on parle du mariage, de la belle plaisance et du jazz. Voilà, c'est une belle image qui raconte cela. Voilà. Donc on s'arrête là pour présenter la Loire. C'est évidemment, si on parle de l'Erdre, excusez-moi, je vois la Loire. En tout cas, l'idée, effectivement, de faire un miroir entre l'Erdre et la Loire, on marque un petit peu commencer. C'est en tout cas de dire qu'un festival comme les Rendez-vous de l'Erdre n'existe aujourd'hui que par, effectivement, ce travail qui existe autour d'une charte, en tout cas d'un travail collectif, d'une multitude d'acteurs qui permet, effectivement, de voir un festival de cette dimension aujourd'hui exister à Nantes. Maintenant, si on regarde la Loire, c'est de se dire, effectivement, qu'il y a beaucoup d'acteurs, alors sur l'Erdre, mais aussi sur la Loire, sur les affluents de la Loire, et qu'à un moment, l'idée, c'est de se dire qu'on peut évidemment s'appuyer sur une multitude évidemment d'énergie, de synergie, et qu'il y a évidemment sûrement des choses à faire. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux, comment on s'y prend au niveau de la présentation? Parce que l'idée, c'était de faire à deux voix. Alors, parler de l'expérience vécue sur la Loire, déjà. On en a quelques-unes. On peut commencer, je ne sais pas quelle est la prochaine diapo, mais on veut parler des rencontres du fleuve. Exactement. Voilà. D'accord. Donc là, c'était quelques... Alors, juste dire, effectivement, effectivement, on voulait parler évidemment de tous les acteurs qui sont présents sur la Loire et dont, Marc, tu viens de parler, dont certains sont présents ici, donc on pourra peut-être aller plus loin tout à l'heure. Dire, effectivement, que si on parle de la Loire, il y a des projets qui ont déjà existé, et c'est important, évidemment, de le dire dans ce débat-là. En tout cas, les 100 ans du Bélem en 1900... Alors, je vais juste reculer, parce que sinon, vous allez regarder les rencontres du fleuve pendant 3 minutes. Juste dire, effectivement, qu'il y a eu les 100 ans du Bélem en 1996, où c'était aussi un projet intéressant, parce qu'au-delà du Bélem que vous connaissez, qui a pu accoster sur le quai de la
fosse. Il y a d'autres bateaux assez imposants qui ont aussi participé à cette journée. Et c'était une image assez rare qui a pu exister à Nantes et tardivement. C'est intéressant parce que c'est peut-être une des rares fois qu'on a pu voir autant de bateaux 3 mâts présents à Nantes. De la même façon, j'en parlais tout à l'heure, mais je vous montrerai des images du travail qu'on a mené, nous, cette année. Mais en tout cas, je vous montrerai tout à l'heure parce que c'est juste après. Parler effectivement aussi d'un projet qui a existé il y a très longtemps, le Trophée Cornu, qui s'arrêtait dans les années 2000, qui était plus que des régates, puisque c'était vraiment si on va parler de régates, régates nautiques en tout cas, qui partaient de la côte et qui allaient jusqu'à Cordemais, et qui sont arrêtées dans les années 2000, et ça peut aussi donner des idées de rebond, évidemment. Alors, on parlait des rencontres du fleuve, puisque Marc a été à la coordination, évidemment, de la partie nautique de cet événement. Effectivement, Marc, je te laisse parler. Oui, on peut parler assez rapidement de ce qu'ont été les rencontres du fleuve comme élément déterminant de cette conscience révélée sur l'Erdre et qui a permis, et là c'est une photo de 2008, de réunir tout le potentiel nautique de Nantes. Sur cette photographie, on s'aperçoit qu'il y a quasiment tous les éléments. En arrière-plan, la batellerie, un roquio, un grand voilier 8 mètres J qui s'appelle L6, qui est monument historique appartenant à Virginie Herriot, des voiles de Loire, au premier plan de la voile légère avec un cornu, un bassin de raie, et dessous on aperçoit Véty, l'arrière de Véty, et le mât de Vezon. C'est-à-dire que l'ensemble de la palette des activités nautiques est rassemblée sur la Loire dans le cadre des rencontres du fleuve 2008. C'est-à-dire que l'événement a démontré que oui, il est possible de réunir sur ce plan d'eau tous les aspects non seulement de la plaisance, mais des pratiques nautiques. Et que, encore une fois, l'événement n'a été qu'un révélateur de ce potentiel qui est certes local, mais qui a été régional, voire international aussi dans ce cadre-là. Ça, c'est un atout fort. Cette photographie permet aussi de mettre en évidence l'un des points qu'on abordera tout à l'heure aussi, c'est comment fait-on, on évoquait tout à l'heure les quais de la fosse, technique américaine, ce que sont devenus les quais et les limites aussi qu'il y a aujourd'hui. Donc ça a été les rencontres du fleuve tout à l'heure, on va en reparler un petit peu. Mais en perspective, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi? C'est des idées à développer sur la Loire. Et la pratique quotidienne ou la pratique régulière, en dehors des événements, qu'opèrent les acteurs sur la Loire. Et c'est un fait. Et c'est un fait. À l'occasion de plusieurs réunions, quand les questions sont posées, de quoi avez-vous besoin, vous, structure associative, eh bien, l'une des réponses qui a émergé très vite, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des actions et un autre regard. Et c'est peut-être ce qui manque, c'est une visibilité, une crédibilité pour que les besoins qu'ont les associations pour faire vivre un petit peu tous les éléments et faire partager leur passion, ça soit plus pris en compte. Sans doute que ça, je me fais l'avocat de ce qui émerge. Excusez-moi. Donc, on passe aux questions. De toute façon, il y a beaucoup de questions qu'on vous pose. Vous apportez déjà des éléments de réponse. Alors, je pense que les autres questions, c'est aussi la suite de votre exposé. Mais bon, voilà, on avait dit une règle. Non, mais je pense qu'on a dépassé. Voilà. C'est la règle. Moi, je pose la première question, mais vous allez voir, vous avez déjà répondu un petit peu. Donc, cette question, elle a 2 tiroirs et un petit couvercle parce qu'il y a un internaute qui l'a complété. Alors, quelles sont les contraintes majeures de la Loire et de son estuaire pour organiser, premier tiroir, un grand événement festif autour de la plaisance de la navigation? Et le deuxième tiroir, quelles sont les contraintes majeures de la Loire et son estuaire pour développer la plaisance, un accueil, etc. Et l'internaute demande, ne faudrait-il pas s'appuyer sur les acteurs plaisanciers qui naviguent sur la Loire aujourd'hui et qui connaissent bien les caractéristiques du fleuve et de la mer, fluviale et maritime? Voilà. Donc, quelles sont les contraintes majeures? Et faut-il s'appuyer sur les gens locaux qui connaissent bien ces contraintes majeures? Ça, oui. Un pour l'accueil de bateaux et l'autre pour l'événement festif. La réponse à la dernière question, il faut commencer par là. Oui, je pense que les acteurs locaux qui pratiquent la Loire ont toute légitimité pour y répondre. Ils la pratiquent, ils savent, ils connaissent. Et c'est eux qui ont une bonne partie des réponses, mieux que moi sûrement. Même si on a pratiqué la Loire dans des cadres festifs événementiels, je pense que ceux qui naviguent savent la réalité de la Loire, savent ses contraintes, ses limites, et aussi les opportunités, sans danger, sans peur. Je crois que c'est surtout s'affranchir de ce... Quelles sont réellement, en réalité, quelles sont les contraintes? Les contraintes, un vent contre-courant, un vent d'ouest et une marée descendante lève un clapot court et creux, propre à une navigation de plaisance.
c'est en botte, en ciré qu'il faut naviguer, mais on peut naviguer. Il faut prendre quelques précautions, c'est tout. Donc il faut s'adapter à ce qu'est le plan d'eau. On est en mer jusqu'au pont de la Duchesse Anne. Hein. On est en mer, c'est le domaine maritime. La mer remonte jusqu'à Nantes, elle est saumâtre, elle est salée. Hein. Donc voilà, c'est simplement s'adapter et prendre la Loire comme une réalité avec son caractère un petit peu exceptionnel. C'est un fleuve d'exception, et bon, voilà, il y a des exceptions pendant lesquelles on ne navigue pas, c'est des précautions à prendre, donc on est prudent. C'est l'inverse de l'Erdre. Hein. Sur l'Erdre, on peut s'engager, on peut dessaler. 1,40 m de tirant d'eau, c'est pas grand-chose, on aura pied. La Loire, c'est encore le domaine maritime. Prenons des précautions. Les contraintes, en dehors de cet aspect technique de la Loire, cale de mise à l'eau, stockage des remorques, les aspects pratiques. Comment engage-t-on un bateau? On vient de loin avec un bateau qui fait 2 tonnes. Où est-ce qu'on le met à l'eau sur la Loire? Comment fait-on? Où stocke-t-on les remorques si toutefois on doit convier un panel de voiles légères? Comment on fait? Qui est là pour répondre? Où sont les logiques, logistiques pour permettre la rencontre d'acteurs? Alors, pour rebondir et continuer un petit peu, parce que nourrir l'échange, effectivement, une des questions aussi qui se posait évidemment et qu'on a pu échanger et qu'on connaît évidemment nous sur Andouillard, mais différemment, c'est tout ce qui est domaine des infrastructures portuaires, c'est comment effectivement des bateaux peuvent effectivement accoster à Nantes. C'est une évidence quand je dis ça, parce que je pense que tout le monde le dit, donc, mais c'est intéressant que nous le redisons ici, puisque c'est une évidence, mais cette évidence effectivement doit avoir une réponse à jour pour permettre effectivement à une présence en nombre, je dirais, de bateaux à Nantes, et qu'il y ait 2 dimensions. Il y a une dimension évidemment pour un côté festif, c'est évidemment éviter des installations temporaires qui coûtent une fortune. Hein, la Loire, c'est encore plus cher, je dirais, que l'Erne. Mais au-delà de ça, effectivement, qu'à l'année, et qu'on puisse effectivement accueillir des plaisanciers de façon naturelle. Il y a évidemment un ponton et des pontons qui ont été créés, mais effectivement, ils sont limités et en plus, ils ont des fonctions très, très particulières, je dirais. Donc, ils n'ont pas forcément la capacité à accueillir autant de bateaux. Et puis, pour continuer sur des notions de contraintes aussi, il y a 2 points aussi qui étaient intéressants de souligner. Au regard de notre expérience et puis de certaines connaissances que l'on peut avoir, c'est évidemment l'acceptabilité visuelle du fleuve. Ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'à un moment la Loire, du fait du marnage, du fait du quai de la Fosse, eh bien comment le public peut l'apercevoir. Hein. C'est une grande classique quand on dit effectivement que les gens circulent en voiture sur le quai de la Fosse, ils ne voient pas la Loire, et réussir à emmener du public à voir la Loire lorsqu'on est à Nantes, c'est pas forcément quelque chose de facile. Aussi bien sur des villes, des communes riveraines, si je pense, je sais pas, Couéron, Pèlerin, Bassin ou Saint-Sébastien, en tout cas il y a des endroits évidemment où plus naturellement on peut emmener un public à regarder, à avoir un regard vert. Autant évidemment à Nantes même, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, même s'il y a une prairie verte qui a été construite en face des machines, en tout cas qui permet ce regard. C'est évidemment une question qui devra se poser dans le futur, avec, quand on parle de la notion du visuel du fleuve, parce qu'il y a de la vision du fleuve, pour évidemment y accueillir du public, c'est aussi évidemment comment on accueille le public sur les berges. Nous, on a eu l'expérience, et tout à l'heure on montrera rapidement du travail qui a été fait sur l'escale du BLM cet été, bien emmener le public de l'autre côté pour percevoir effectivement la Loire, le quai de la Fosse et le bateau, et on est effectivement, il n'y a qu'un endroit où vraiment on peut le voir, puisque le quai de la Fosse, le public ne voit absolument pas la Loire, quoi. Donc ça, c'est une question d'aménagement des quais, je pense, qui sont importants. Alors justement, vous venez de faire allusion à l'escale du Bélem. En fait, donc il y a eu sur la Loire, il y a eu deux événements qui ont été évoqués, hein, les rencontres du fleuve, l'escale du Bélem en 2013. Alors, rapidement, quels enseignements vous tirez de ces initiatives? Donc en gros, est-ce que ça peut être reproduit? À quelles conditions? Voilà. Oui, bien sûr, ça peut être reproduit dans la limite de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il manque d'infrastructures pour accueillir les bateaux, c'est sûr, ça doit même être reproduit. Les rencontres du fleuve ont existé après l'ajournement de Loire-Atlantique 2006 qui avait été décrété lors d'une précédente mandature du Conseil général. À cette occasion, Loire 2006, il avait été fait un ensemble de promesses à des structures nautiques de la région qui n'ont pas pu être tenues. La mandature a changé. Il a été créé les rencontres du fleuve. 3 éditions, je me répète effectivement, mais qui ont permis de révéler tout le potentiel qu'offre la plateforme nantaise, mais aussi la Loire-Amont et la Loire-Aval, la Loire estuarienne, comme réceptacle d'activités nautiques. L'événement s'est avéré être un bras de levier puissant à l'existant nantais. Non seulement la mémoire, parce que c'est aussi sur la mémoire que s'est construit l'événement, et se construisent les événements, enfin, c'est mon principe au moins. Et ça, c'est un enseignement très riche. Et pour ce qui est du Bélem, le Bélem est né à Nantes en 1896. Il y relâche plus ou moins depuis tout ce temps. On va fêter en 2016 ses 120 ans. Oui, espérons qu'il soit considéré comme la valeur
ou le bateau emblématique du patrimoine nantais en tant que tel, et qu'on puisse lui réserver un accueil digne de ce nom, avec autour de lui tous les acteurs. Et si cette année on a fait une première expérience quand même grandeur nature, gageons que 2015 puis 2016 et au-delà, on puisse vraiment réveiller tout le monde et emmener tout le monde dans ce mouvement pour que chacun s'en empare. La flotte et les navigateurs de l'Erdre sont-ils susceptibles de descendre et ont-ils envie de descendre sur la Loire pour un événement festif? Moi, je sais pas. Je vais répondre, Loïc. Alors, ce que je disais un petit peu lorsqu'on a eu un échange avant, c'est de préciser que souvent, lorsqu'on parle avec les personnes sur l'eau, l'idée effectivement de dire on arrive jusqu'à Nantes, c'est un peu dommage, on pourrait aller un peu plus loin. Et c'est vrai qu'il y a juste une écluse à passer et pour faire le tour de l'île. C'est des idées qui existent, qui sont dans la flotte et donc on pourrait imaginer des choses. Sur les rendez-vous l'Erdre, c'est un temps contraint, c'est 4 jours et puis après, faut savoir arrêter la fête. Mais en tout cas, l'envie est là. Donc si l'envie est là, c'est que je pense effectivement plus d'un régatier, un régatier, en tout cas aurait envie effectivement d'aller au-delà de l'écluse Saint-Félix. Ça, c'est une certitude. Oui, donc il n'y a aucun problème. La réponse est oui, bien sûr. Il suffit de leur en donner l'occasion. Mais encore une fois, il y a des clubs qui sont là, qui pratiquent la Loire. Le Tour de l'île de Nantes, c'est une classique. La descente au marché d'Indre, c'en est une autre. Donc, il y a de multiples pratiques. Il suffit simplement d'observer différemment. Donc, métaphoriquement, la visibilité aussi qu'on peut redonner à la Loire et aux activités de la Loire, c'est quelque chose qui est facilement accessible. Loïc, non? Non, mais après, c'est vrai qu'on a loupé 2-3 petites choses, parce qu'on parlait évidemment de projets. Par exemple, il y a un projet qu'on a si peu porté il y a 1 ou 2 ans, qui était intéressant aussi. C'était aussi une valorisation de la Loire, mais au-delà de la Loire, de Nantes, en tant que base d'un parcours autour de la Loire, passant par l'océan, la Vilaine, le canal et l'Erdre. Alors, on n'est pas les seuls à porter ce type de projet, et en plus, quand je dis ça, c'est une pratique, en tout cas de plaisancier, de faire le tour. On se disait, effectivement, ça peut être une façon aussi de relier le fleuve, l'estuaire, Nantes, avec effectivement son environnement, c'est-à-dire ce qui se passe effectivement dans le nord, la côte, évidemment, qui est très importante. Et c'est intéressant parce que ça pourrait très bien être un projet qui aurait une valeur d'événement, mais aussi, évidemment, de valorisation d'une possibilité d'une offre touristique, c'est-à-dire un travail à l'année d'accueillir des gens sur l'eau, évidemment, mais au-delà de l'eau, évidemment, on peut très bien imaginer par les voies cyclables ou autres un petit parcours en arrivant à la gare de Nantes, puisqu'on est quasiment en pied, on est dans le bassin, donc il y a juste à embarquer et partir. Ça, c'est des idées qui sont quand même complexes, mais qui pourraient tout très bien être étudiées et qui raconteraient des belles histoires en disant que Nantes, on est bien les pieds dans l'eau si besoin était de le raconter. Voilà, moi je voulais juste terminer après, parce que peut-être le débat est terminé. Non, j'ai encore une question. Alors, parce que j'aurais une petite chose à taper. Non, c'est incroyable. Non, en fait, moi, cette carte est voilà, ma question, elle est justement, on voit Nantes et on regarde Saint-Nazaire, la mer est là, mais alors, du côté de Bushman et d'Angers, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une initiative ou des initiatives à prendre avec Bien sûr. Disons nos amis angevins en amont? Bien sûr, quelle question, bien sûr. Mais c'est une évidence. Tout est en place, tout existe. Il y a des associations qui existent à Montjean, pour parler des plus légitimes et des plus anciennes, qui ont été fondatrices du renouveau de la voile ligérienne dans les années 80 avec la Montjanaise. À la Poissonnière aujourd'hui, il y a une forte dynamique qui s'est d'ailleurs associé avec un autre fleuve d'Afrique. Et à Angers, c'est une plateforme entre la Maine, Mayenne, etc. et la Loire-Amont. Oui, évidemment qu'il y a des possibilités. Qui plus est, les plaisanciers de l'Erdre, pour la plupart d'entre eux, ont des bateaux qui leur permettraient de remonter jusqu'à Angers. Pour ce qui est que de la voile ligérienne, encore une fois, le cadre des rencontres du fleuve a permis de montrer que... ou de révéler, ou de faire savoir à ceux qui ne le savaient pas encore, qu'on est à la limite du domaine maritime et du domaine fluvial sur Nantes, que le prolongement du bras de la Madeleine, au-delà du pont de la Duchesse-Anne, on est dans le domaine fluvial, et que là, on peut trouver toutes les gabarres, tous les futreaux qui font les voiles carrées en 7 descendants des vikings, des voiles vikings d'ailleurs, et que là encore, oui, il suffit de gratter un petit peu pour impulser le mouvement. Pendant des années a existé la remontée du sel, qui a eu le succès qu'on lui connaît. Cette année a failli exister un projet qui s'appelait Loire 2014, l'objectif étant,
une évocation culturelle sur la base de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, d'emmener ces bateaux de Loire jusqu'à Blois, avec un ensemble d'escales tout à fait intéressantes, un projet qui ressemblait plus à une aventure, mais oui, tout le potentiel est là. Encore une fois, c'est simplement l'intention qu'on y met et comment l'événement va révéler tous les acteurs, tout le réseau, qu'il soit culturel, qu'il soit associatif, qu'il soit hydrographique. Donc oui, oui. La ultima question, la dernière, elle va vous plaire. C'est un succès, les rendez-vous de l'Erd, c'est un succès sur la Belle Plaisance, surtout, etc. S'il y avait un élément majeur qui fonde ce succès-là, ce serait lequel? Moi, je dis souvent, je dis souvent quand je présente le festival qu'il ne m'appartient pas et qu'il ne nous appartient pas. On est tout simplement, effectivement, en tout cas notre rôle, c'est de fédérer effectivement des énergies, des acteurs qui ont envie de raconter une histoire dans l'histoire générale. Et c'est pour ça que le festival, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'effectivement, nous, associations, nous portons évidemment une âme, on a une charte, en tout cas, qu'on a mis en place. Mais quand on va sur les villes, en tout cas, moi, je vais dans les bases nautiques ou je vais à Nord, je suis quasiment invité, je dirais, de la ville qui organise, dans un cadre que nous avons défini ensemble, les choses. Et c'est là, effectivement, la force d'un festival aujourd'hui, en tout cas de ce type de festival, c'est sur un territoire d'être ancré, d'être totalement enraciné, et puis aussi, comme tu dis Marc, qui réveille une mémoire. Et puis pour peut-être clôturer en plus ce débat, on va vous montrer, si vous le souhaitez, à la fin, des images alors, pas des rendez-vous de l'Erd, mais parfois on se dit que ça pourrait être les rendez-vous de l'Erd, des images des actualités de 1927 Gaumont, et qui sont très intéressantes, parce que les images qu'on voit, on a vraiment l'impression que ce sont les rendez-vous de l'Erd il y a plus de 100 ans. C'est-à-dire qu'on est au départ de Nantes et on va glisser tout doucement jusqu'à Sucé-sur-Erd, et les bateaux que vous voyez, certains participent encore au festival aujourd'hui. Et c'est juste pour dire que je pense que c'est réveiller une mémoire, pas forcément être passéiste, ce n'est pas forcément la question, puisqu'après il y a des notions de pratique, Non, en tout cas pas passéiste. j'ai à regarder vers le futur, mais en tout cas de se dire que souvent un festival peut être aussi, c'est un révélateur en tout cas dans le cas d'un événement comme les Rendez-vous de l'Erd, c'est évident qu'il est dans cette logique-là. Alors, je vais essayer en fait, c'est difficile d'isoler un élément, une réponse. Voilà. C'est une alchimie. On peut y passer la nuit. Donc c'est la mémoire du lieu. La séquence cinéma. Voilà. Alors par contre, on ne va pas forcément rester devant parce que ça dure 10 minutes. Alors on va arrêter si vous voulez. La mémoire du lieu. C'est juste. Vous allez voir des images que vous avez vues tout à l'heure qui sont 100 ans en arrière. Voilà. Donc je pense qu'elle réveille vraiment une mémoire. Je pense que c'est ce qui est à dire, je crois. Si on devait conclure. Donc ces images sont. 1927. Actualité Gaumont de 1927. Alors je pense qu'il doit y avoir des images sur la Loire comme cela, mais on ne les a pas retrouvées dans les temps. Mais ça doit être possible, sûrement. Non. C'était la fin, parce que 1927... C'est 24. 24, le début du comblement. Ah, mais le tunnel, j'ai un doute. On est vraiment dans la période frontière. Du comblement. Je ne pourrais pas vous le garantir. Dans la période du comblement. Ouais. Vous devez repérer, vous devez reconnaître, parce que les murs sont toujours les mêmes. Et déjà à cette époque-là, c'est une réponse qu'on pourrait faire, c'est le plaisir de la plaisance. Et c'est un document qui montre comment la pratique du nautisme est très populaire. Et au XIXe siècle, soudain, on s'aperçoit à Nantes que l'eau devient accessible, alors que culturellement, c'est complètement interdit. On ne va pas sur l'eau. Il faut avoir un métier pour aller sur l'eau avant 1830. La réglementation est à ce point stricte que personne ne peut y aller. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, soudain, si ça se trouve, il travaille chez Dubigeon, mais il a pris une barque, il godille. Donc c'est un accès soudain populaire. Chacun peut s'emparer du plaisir sur l'eau. Et c'est une réussite formidable. C'est l'époque des guinguettes, forcément, et franchement, du plaisir. Donc l'une des réponses, c'est le plaisir de la plaisance. Faisons-nous plaisir. Réconcilions-nous avec l'eau. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il a été évoqué effectivement le peu de réactions qu'ont suscité les comblements des cours de la Loire à Nantes. Hélas. Et quelque part, en enfouissant, en comblant tous les bras de la Loire, on a enfoui la mémoire. La culpabilité de l'esclavage, mais aussi tout ce qu'il y avait avec, c'est-à-dire la joliesse de ces découvreurs nantais, de bateaux extraordinaires et de sportifs. Donc ça, il faut réveiller tout ça. L'événement Rendez-vous de l'Erd y participe. Même chose sur la Loire. Bien, merci. Merci à vous.